du Noom Hotel Abidjan Plateau qui nous reçoit aujourd'hui. Paris, on l'a perdu. Non, il est là. Super. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un peut me trouver Erwan ? Et Erwan qui arrive tout de suite. Ah, pardon, juste. J'ai vu que je vais m'asseoir ici. Vous pouvez me mettre là-bas. C'est bon, tout le monde est bien installé ? Alors, je pense qu'on va d'abord commencer par poser les bases de l'hôtellerie lifestyle, permettre à tout le monde ici de comprendre ce que c'est exactement. Pour ça, je vais me tourner dans un premier temps vers les deux principaux opérateurs internationaux qu'on a aujourd'hui autour de ce panel. On va commencer par Esteban, je pense. Est-ce que tu peux me citer quelles sont les principales caractéristiques du lifestyle, en quoi ça diffère de l'hôtellerie traditionnelle et quelles sont les tendances émergentes ? Bonjour à tous d'abord, ravi d'être ici parmi vous. Quand on parle de hôtellerie lifestyle, on parle bien sûr de la déstandarisation, la non-standardisation des produits hôteliers. On parle de la création des lieux de vie où il y a une interaction entre les gens locaux et les clients de l'hôtel, l'international, où il y a cet échange socio-culturel qui se passe à l'hôtel, où en tout cas, c'est ce qu'on essaye d'achever dans l'hôtellerie lifestyle. Ce sont aussi des expériences uniques. Alors, tout cela s'achève d'une manière cohérente, bien sûr, en partie expliquée par tout le panel avant, de la culture, de la nourriture, de la musique, de la culture, de l'endroit où nous sommes. En termes de tendances sur l'hôtellerie lifestyle aujourd'hui, bien sûr, on parle de rooftop bars, on parle des endroits avec un design qui soit soigné, qui soit éclectique, qui soit unique, des endroits où on puisse avoir une expérience qui soit unique. Et concernant les restaurants, bien sûr, ce n'est pas uniquement la nourriture, mais ça serait aussi, encore une fois, la décoration, des lumières un peu plus basses, de la musique. Faire activer tous ces endroits, tous ces lieux, afin de pouvoir avoir un bon séjour unique. Très bien, merci. Erwan, est-ce que tu peux compléter de ton côté ? Oui. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Erwan Garnier. Je suis en charge du développement de Radisson sur l'Afrique. Concernant le lifestyle, c'est un vocabulaire qui est utilisé un petit peu dans tous les sens, comme le boutique hôtel. On parle de lifestyle pour des hôtels qui sont très différents, sur des positionnements très différents. Je vais plutôt vous parler de ce que Radisson fait dans le lifestyle. Radisson a une marque qui s'appelle Radisson Red, qu'on a créée il y a quelques années et qui se positionne comme une marque qui se différencie, qui disrupt, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français, disrupter, disrupter, et ben voilà, bravo, c'était juste à côté. Donc, le positionnement est sur l'art, la mode, la musique. L'objectif est en fait de créer des espaces de vie qui vont attirer la clientèle locale et la clientèle internationale. Un peu, je vais vous faire beaucoup d'anglais, the place to be. Mais l'objectif est de se différencier et aussi d'apporter une autre perspective pour les investisseurs, parce que l'hôtellerie lifestyle permet au bout du compte d'avoir un produit, en tout cas sur Red, positionné sur le 4 étoiles, mais en même temps, vu que c'est quelque chose qui est unique dans le marché, vous pricez sur du 4 étoiles plus. Donc vous avez une rentabilité au niveau de la tarification. La tarification vous permet au bout du compte d'avoir un edge. Mais si on revient sur le concept du lifestyle,
le lobby devient un lieu de vie où les gens se retrouvent pour des galeries d'art, pour des expositions, ce qui se différencie de l'hôtellerie traditionnelle qui, en général, un simple espace de rencontre où il n'y a pas beaucoup d'événements, on s'ennuie un petit peu. Bah là, c'est l'opposé. Ça va être justement là où il va y avoir constamment des événements qui vont se réaliser et qui potentiellement peut devenir des lieux qui créent du revenu et donc qui permettent d'avoir une meilleure rentabilité sur votre investissement. La restauration, elle est à thème, c'est de la destination. En général, on essaie de promouvoir la nourriture locale, justement, tout comme le design qui justement pousse vers le local. Et c'est quelque chose qui plaît beaucoup en Afrique, de pouvoir avoir des standards internationaux, mais en même temps, de pouvoir expérimenter et de mettre en avant la culture locale à travers le design, à travers la nourriture, à travers les boissons. Et donc, c'est quelque chose que les clients sont heureux de dépenser un peu plus pour avoir une expérience qui est différente et qui existe peu sur les marchés. Merci, très clair. Je pense que maintenant, on va se focaliser sur ce qui est du lifestyle africain, les caractéristiques. Donc, je pense que c'est très vague, le lifestyle africain. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jean-Luc, qui est le directeur général du Noom et qui vit un peu ce lifestyle tous les jours. Donc, Jean-Luc, est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce qu'est le lifestyle pour vous et comment est-ce qu'il se caractérise aujourd'hui à Abidjan? Alors, bonjour à tout le monde et merci Madame Cléa. Alors d'abord, je dirais que je ne parlerai pas de lifestyle africain, je parlerai d'adaptation du lifestyle selon les différents espaces où l'on se trouve. Donc je rejoins mes deux homologues hôteliers par rapport à la définition, on l'a bien compris. Il s'agit de vivre une expérience particulière, d'avoir une identité propre. Mais au-delà, le lifestyle, c'est le prolongement du style de vie que l'on a chez soi, mais à l'hôtel. Et de manière simple, si je peux me permettre d'expliquer de manière simple, eh bien, ce prolongement va se matérialiser à travers les 5 sens et il va impliquer autant de facteurs. Ça peut être le design, ça peut être l'art, la culture, l'innovation, la technologie. C'est pour ça que je crois qu'on ne peut pas parler de lifestyle africain, on peut parler d'application de lifestyle. Donc, on fait maintenant une transposition par rapport à cet établissement. Ici, le lifestyle au Noom Hotel, eh bien, ça commence d'abord par le design, un design futuriste, des atmosphères, des environnements qui permettent le rassemblement, l'échange, la discussion, un travail particulier par rapport à la musique qui est diffusée. Au niveau gastronomique, un mélange subtil de plats africains, européens, asiatiques et également des expériences culturelles particulières. Vous remarquerez partout dans l'hôtel qu'on retrouve pas mal d'œuvres d'art. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, certaines de ces œuvres d'art, je rejoins monsieur le ministre, Premier ministre, monsieur Zinsou, qui parlait ce matin de certaines cultures du Bénin. Eh bien, ceux qui connaissent un peu ces œuvres d'art reconnaîtront les têtes d'Ifé, la culture Dogon, etc., etc. Et donc, en fait, au Noom Hotel, on parlera plus d'une application du lifestyle sous plusieurs formes, avec également l'aspect et ça c'est très important, l'aspect technologique. Je pense qu'on va y revenir, d'autres en ont déjà parlé. De plus en plus, on parle de domotique dans les hôtels, on parle de digital, le panel précédent en a parlé. Et donc, en fait, tout ça fait un ensemble qui crée une identité propre. Et comme le disait M. Franqueja tantôt, eh bien, c'est ce qui fait que quand le client part, il garde un souvenir merveilleux de l'espace. Je suis passé au Noom Hotel parce que c'est un espace iconique, le personnel est charmant, il est agréable, le design est merveilleux, on y vit des sensations particulières et c'est un voyage gustatif, etc. de manière résumée. Merci beaucoup. Maintenant, Marie, si on rentre un peu dans le détail sur les éléments de design qui sont particuliers sur le lifestyle, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui caractérise ce mouvement ? Oui, alors merci pour l'invitation. Moi, Dynamo n'est pas opérateur. Dynamo est ensemblier. On achète, nous, du mobilier, des équipements pour les hôtels dits lifestyle.
Comme disait Erwan, il y a plein de styles de lifestyle. C'est un art de vivre qui est proposé. Ça ne se décrit pas tellement en termes d'étoiles. On a la chance d'avoir travaillé avec Mob, Mama Shelter, Hoxton, Kipton, ce genre d'établissement. Et finalement, ce qui se caractérise, c'est aussi ce que disait un petit peu Esteban, c'est un design éclectique, assez foisonnant, très engagé, parce que finalement, dans cette déstandardisation, avant que les lifestyles n'apparaissent, je crois que les hôteliers voulaient plaire à tout le monde et donc étaient peut-être dans des designs un petit peu neutres. Et là, la rupture qui s'est opérée, c'était d'assumer de ne plus plaire à tout le monde finalement et de proposer un art de vivre qui soit cohérent de bout en bout. Ça a été dit là par les 3 intervenants, aussi bien dans le design que dans l'attitude, les uniformes, la musique qui est diffusée. Et dans le design, ça s'est traduit par énormément de mobilier sur mesure finalement, de plus en plus de mobilier chiné pour donner une vie déjà à l'établissement qui se créerait. Et puis finalement, un foisonnement qui se traduit aussi par un foisonnement de fournisseurs. Alors nous, c'est ce qu'on doit gérer au quotidien, mais on a entre 150 et 200 fournisseurs par projet. Et effectivement, très très peu de grandes séries. C'est-à-dire que dans les restaurants, les chambres sont souvent différentes, il y a des typologies différentes. Et dans toutes les parties communes qui caractérisent aussi ces lieux-là, il y a énormément de différentes typologies d'assises, de moments, d'expérience. On a des chaises hautes, des chaises basses, des fauteuils, des canapés, des petites tables, des grandes tables, des tables d'hôtes. Voilà. Et ça caractérise aussi énormément ces lieux lifestyle. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est clair. Maintenant, on comprend mieux ce que c'est le lifestyle et qu'est-ce que ça implique. On va maintenant se recentrer sur le continent africain. Je vais me retourner encore une fois sur les opérateurs. Quelles sont pour vous les opportunités de développement aujourd'hui pour l'hôtellerie lifestyle en Afrique de l'Ouest? Alors, chez Hilton, nous avons plusieurs marques enseignes lifestyle. Nous avons Canopy by Hilton, qui est une enseigne, ce qu'on appelle un hard brand, avec certains standards qu'on doit avoir sur nos hôtels, c'est-à-dire un lobby vibrant d'une telle manière, une canopée au-dessus du lit et certains éléments qu'on a besoin de voir. Mais d'autres enseignes du style Tapestry Collection by Hilton et Curio Collection by Hilton, ce sont des collections d'hôtels, comme le dit le nom, et qui sont tout à fait lifestyle aussi. Ce type d'hôtel, ce qu'ils cherchent, c'est avoir une identité forte, un ancrage dans le lieu, dans l'histoire de la ville ou du pays où nous sommes, et un design complètement unique. À différence de Canopy, que le design peut être unique, mais on va retrouver certains éléments dans tous les Canopies. Dans ce type de hôtellerie lifestyle, l'Afrique a tout à montrer, tout à faire découvrir le monde. Et des paysages magnifiques, une côte spectaculaire en arrière-pays, on ne parle même pas de dessert. On a tout ce qu'on pourrait y avoir pour faire découvrir le monde, pour avoir une expérience magnifique, une culture spectaculaire, une musique différente, différents dialectes. Alors, on parle vraiment des expériences qui sont super, super enrichissantes. Et pour ce type d'hôtellerie de collection, tout comme Canopy by Hilton, nous avons signé 7 l'année dernière dans le continent. Alors, je ne dis pas uniquement sur les marques de collection, mais surtout sur les marques de collection, qu'on peut faire montrer la culture et toute la richesse du continent aux clients d'hôtels internationaux. Merci. Même question du coup pour toi, Erwan. Quelles sont les opportunités du lifestyle sur le continent? Exactement. Le lifestyle en général se marie extrêmement bien avec du mixed use, puisque l'opportunité à la base est véritablement d'attirer la clientèle locale et la clientèle internationale dans le même lieu, ce que peu d'hôtels font traditionnels, et c'est ce qui différencie aujourd'hui l'hôtellerie lifestyle de l'hôtellerie traditionnelle. Donc l'opportunité est aujourd'hui sur des mixed use de mettre en place une marque lifestyle. On peut aussi voir du lifestyle aujourd'hui dans le resort. C'est quelque chose qui est encore peu développé en Afrique, mais qui vient de plus en plus dans les projets. Pour tout simplement la même raison, cette raison d'avoir, une expérience locale qui mélange l'art et la musique et des éléments que les personnes recherchent,
mais aussi pour attirer une clientèle de business et une clientèle de loisirs qui s'est vraiment révélée durant le Covid, où beaucoup de personnes ne pouvaient pas voyager et ont commencé à découvrir le loisir en dehors ont été obligés d'arrêter de voyager en dehors de pays et donc ont commencé à voyager beaucoup plus à l'intérieur du pays. Et on voit des destinations comme Assini qui sont beaucoup développées ou comme Sali au Sénégal qui sont beaucoup développées. Et le Covid a accéléré cette tendance. Et on voit aujourd'hui des projets dans le lifestyle qui se marient très très bien justement sur pas simplement du business hotel en centre-ville, dans des mixed use, mais aussi dans des resorts. Donc ça, ça fait partie des opportunités dans le lifestyle qu'on voit en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Jean-Luc, maintenant, je me tourne vers vous. Erwan a commencé à parler un peu du type de demande qu'on peut retrouver dans du lifestyle. Vous le vivez concrètement aujourd'hui sur le Noom. Ma question maintenant, c'est quel type de demande plus précisément vous retrouvez et quel type de demande est-ce que vous allez avoir demain? Alors aujourd'hui, sur cette unité, nous avons essentiellement une demande corporate et business group. Maintenant, compte tenu du développement en cours du groupe, on peut s'attendre à avoir une demande diversifiée puisque nous prévoyons d'ouvrir des hôtels sur la zone d'Assini, mais également à l'intérieur du pays. Je crois que ce qui est intéressant avec ce type de concept, c'est qu'il peut s'adapter aussi bien à l'hôtellerie de luxe 5 étoiles, au milieu de gamme qu'au milieu économique. L'essentiel, donc, c'est de permettre de vivre tout ce qu'on a cité préalablement, de façon à ce que le client vive une expérience unique. Du coup, les potentialités et les possibilités sont innombrables. Et plus particulièrement sur Abidjan, sur votre clientèle aujourd'hui, est-ce que c'est un mélange de clientèle que vous avez qui est locale, internationale? Est-ce qu'il y a de la clientèle qui vient à la journée? Comment est-ce que ça s'organise? Alors, c'est un mix extraordinaire. C'est une clientèle locale, internationale. Locale, pourquoi? Parce que nous observons en général sur le continent le développement d'une classe moyenne qui a de plus en plus de pouvoir d'achat, une classe moyenne constituée essentiellement d'entrepreneurs et d'une jeunesse très connectée et décomplexée qui est intéressée par les voyages internationaux, mais également à découvrir l'intérieur des terres. Du coup, eh bien, ça permet donc au niveau de l'offre hôtelière de pouvoir avoir une cible privilégiée que l'on peut atteindre en développant différents produits. Précisément sur Abidjan, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi bien avoir du luxe que du mid-scale ainsi que de l'économie. Et ce sont des segments que nous avons dans notre chaîne hôtelière Mangalis Hotel. Merci. Marie, maintenant, quel est le rôle du design dans ces opportunités? Merci. Je dirais ici qu'une des opportunités, ce serait la conception et la production locale. C'est-à-dire que nous, on a la chance de travailler, là je vois Rose et Alain, sur le Golden Tulip. Et là, l'engagement qu'on a tous pris, c'est d'essayer de fabriquer le plus possible localement. On a déjà visité pas mal d'entreprises. Et en fait, là, on pense tous qu'il y a vraiment une énorme opportunité justement de faire valoir tous les savoir-faire locaux, c'est-à-dire d'adapter, enfin, de prendre le design qui a été fait par Chloé Nègre, l'architecte d'intérieur, et de pouvoir le réaliser ici, tout en sachant que tout n'est pas disponible ici, ni les matériaux, ni les savoir-faire. Et donc, justement, là, tout le travail qu'on va faire, ça va être de comment faire en sorte qu'on puisse tout faire ici, de telle manière à ce que que l'économie, que ça crée un cercle vertueux finalement, que toute cette économie puisse rester ici, que ça permette de former. On a beaucoup parlé de formation tout au long de la journée, et là, c'est un sujet assez prégnant aussi, qui permettent aussi d'adapter le design si on a besoin, tout en repoussant un petit peu les frontières de ce qu'on sait faire pour pouvoir progresser en permanence, finalement de donner aussi l'opportunité de créer des nouvelles opportunités d'importation. Et bref, tout ça, ça crée un super cercle vertueux, le fait de pouvoir créer localement. Enfin, en tout cas, c'est ce à quoi on s'est engagés tous ensemble sur ce projet. Et j'espère qu'on va vraiment le réussir. Voilà. Merci. Esteban, quel est le type de produit pour vous qui serait le mieux adapté à l'Afrique de l'Ouest en termes de catégorie de chambres, en termes d'espace en commun, en termes de MICE, voilà. Et encore une fois, dans le cadre de l'hôtellerie lifestyle. Heureusement, nous avons
tout un éventail des marques, parce que l'Afrique de l'Ouest, c'est immense et c'est très difficile à dire. Cela, c'est le projet idéal pour l'Afrique de l'Ouest. C'est surtout, nous, ce qu'on va faire, c'est regarder chaque marché, chaque emplacement spécifique et étudier quelle est la demande, quels sont les générateurs de demande aux alentours. Et à ce moment-là, si on part du lifestyle, on se positionnera, si on est sur du upper upscale, sur Canopy by Hilton. Si c'est plutôt du upscale, ça serait du Tapestry. Si c'est au milieu, ça serait du Curio Collection by Hilton. Mais en termes de nombre de chambres, encore une fois, ce qu'on veut, c'est que ça soit du pérenne, que ça soit un bon investissement pour nos partenaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas signer 200 chambres si le marché peut absorber que 150 ou si c'est un meilleur business pour l'investisseur de faire 120. Il n'y a aucune raison de faire cela. Alors, on va voir cas par cas. Et ce que je peux vous dire, c'est que oui, Canopy by Hilton, c'est une enseigne qui se développe très très bien. Et on en a signé quelques-uns dans l'ouest de l'Afrique qu'on n'a pas pu encore annoncer. Un au Nigeria, quelques autres dans le nord, et je vois très très bien ce type d'enseigne, tout comme Curio Collection by Hilton, s'implanter dans l'ouest de l'Afrique. Du coup, Erwan, la même question. Ok. L'hôtellerie africaine, c'est 90% une hôtellerie business. Et la demande principalement dans les capitales africaines, elle est upscale. Donc du 4 étoiles. Radisson Red se positionne sur ce segment spécifiquement. Se positionne plus particulièrement sur du 4 étoiles plus. Et aujourd'hui, on a 2 hôtels ouverts en Afrique du Sud, un à Johannesburg à Rosebank et un à Cape Town au Waterfront. On a d'autres hôtels, on a environ 12 hôtels en Afrique du Sud et on voit justement la performance de ces hôtels lifestyle par rapport aux hôtels, on va dire traditionnels, 4 étoiles ou 5 étoiles. La différence, elle est assez fondamentale parce que c'est une hôtellerie qui permet d'avoir plus de flexibilité, qui permet d'avoir plus de rentabilité et qui permet d'avoir une performance un peu plus forte que l'hôtellerie traditionnelle par sa différence et par le fait qu'elle est unique. Donc ça attire beaucoup les investisseurs, surtout dans des marchés qui sont un peu mûrs. L'hôtellerie lifestyle nécessite d'avoir un marché qui a déjà de l'hôtellerie traditionnelle présente pour la comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que si demain, il y a des villes telles que Dakar, Abidjan, Lagos, Abuja, qui sont vraiment des villes pour du lifestyle, et si on prend d'autres villes, elles ne sont pas encore prêtes. Telles que, pour en nommer une, Conakry. Conakry, il va falloir attendre un petit peu pour avoir de l'hôtellerie lifestyle. On développe fortement du lifestyle en ce moment sur le Nigeria, où on a un hôtel en développement à Lagos VI, on en a un autre à Abuja, parce que véritablement la clientèle a déjà de l'expérience de l'hôtellerie traditionnelle et donc comprend ce produit. Merci. Merci. Jean-Luc, qu'est-ce qui marche le mieux dans votre hôtel en termes d'hôtellerie lifestyle? On voit qu'il y a plusieurs éléments. On retrouve au niveau du rooftop un restaurant fusion. On voit qu'il y a la piscine au niveau du 7e étage. Il y a notre restaurant. Qu'est-ce qui marche le mieux? Les événements. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, Cléa, pour être honnête, en fait, c'est l'alchimie de tous ces différents services qui font de cet établissement sa particularité. C'est-à-dire que il y a une clientèle qui va venir parce qu'il y a un restaurant qui propose une fusion, donc une cuisine afro-asiatique. D'autres vont venir parce qu'il y a une vue fantastique au 21e étage. Certains viendront pour les soirées exceptionnelles qui se déroulent au Boca Chica. Et on en aura qui viendront parce qu'il y a beaucoup de lumière naturelle partout, les salles sont confortables, etc. Comme certains le disaient ce matin. Donc en fait, c'est une alchimie. Je ne pourrais pas vous dire qu'en particulier, ça serait tel ou tel service qui fait la différence parce que justement, eh bien, nous faisons en sorte que ça soit l'ensemble des propositions qui attirent et qui intéressent les clients. Nous avons ici un spa qui est fort apprécié sur la ville d'Abidjan parce que justement, au-delà donc des services usuels, nous apportons une certaine touche qui fait ressortir la particularité de nous. On l'a vu
durant toute la Coupe d'Afrique des Nations récente, c'est l'ensemble de ces facteurs et surtout l'ambiance. L'ambiance et la chaleur du capital humain. Ça, c'est extrêmement important. Le capital humain joue un rôle majeur et ça peut créer une différence majeure. Certains viendront parce que, eh bien, Madame Cléa travaille au nous et elle est fantastique et donc on reviendra spécifiquement à cause d'elle. Au-delà de l'ensemble des espaces, permettez-moi cet exemple. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. C'est l'identité propre au final. On revient donc à la définition de base. L'identité, vivre quelque chose de spécial. Merci beaucoup. Je précise juste que je ne travaille pas au NUM. Voilà. Mais ça aurait été avec plaisir. Marie, du coup, une question sur plus l'essor. Enfin, qu'est-ce que le lifestyle, pardon, peut engendrer comme essor sur la culture, sur l'économie. Quelle mise en valeur est-ce que ça peut générer dans son environnement immédiat? Ça, je crois que ça a été beaucoup discuté dans le panel précédent et puis même là, c'est-à-dire c'est vraiment la mise en avant d'un art de vivre. Et comme disait Franck Edja, il n'y a pas une Afrique, il y en a tellement. Donc là, il y a autant d'opportunités de montrer par le design. Et donc ce qu'on disait, c'est aussi bien sa conception que les matériaux, les matières qui sont utilisées, la façon dont on les tord, dont on les pousse, dont on les utilise. C'est une vision actuelle de plein de visions d'Afrique. Enfin là, pour le coup, je pense que c'est carrément infini, quoi, les possibilités qui se présentent là. En termes de fabrication, en termes de réemploi, énormément. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le lifestyle, il y a de plus en plus de mobilier chiné, de beaucoup d'art, beaucoup de mobilier récupéré, réutilisé, réemployé. Et là, de nouveau, on a une marge de manœuvre tout à fait colossale, aussi bien en termes de conception que d'emploi, de tissu local pour faire travailler les gens. Enfin, là, je peux parler pendant 1 heure, donc je ne sais pas si je veux dire, c'est infini les opportunités qu'il y a pour exprimer cet art de vivre, me semble-t-il, à travers le design. Et en plus, quand on parle de design, on parle du mobilier, on parle de l'art de la table, on parle des uniformes, on parle de l'art, on parle des produits d'accueil, parce que c'est toute cette cohérence-là qui assure cette proposition d'art de vivre, une vision finalement, une certaine vision qui est proposée par l'opérateur, le designer, etc., l'équipe qui propose le projet. Merci beaucoup. Maintenant, je pense que je vais commencer par Erwan. On va parler un peu plus des projets. Qu'est-ce qui se passe chez Radisson? Est-ce que vous avez des projets lifestyle qui sont en cours, d'autres projets sur le continent africain? Aujourd'hui, Radisson en Afrique, c'est 100 hôtels. Notre objectif est d'avoir 150 hôtels d'ici 2030. L'Afrique de l'Ouest représente 50% de notre expansion en 2023. On a signé 10 hôtels en 2023, 5 étaient en Afrique de l'Ouest, 4 au Nigeria, dont un lifestyle, le Radisson Red Lagos, et un hôtel resort. On est rentré en Gambie comme premier opérateur dans le pays. L'hôtellerie lifestyle représente sur l'ensemble du portefeuille 5% de l'hôtellerie. C'est pas parce qu'on veut pas faire du lifestyle, c'est parce que la demande traditionnelle doit déjà être présente dans le marché pour rentrer avec du lifestyle, pour une question de compréhension par la clientèle. Donc on répond d'abord à la demande, en répondant d'abord avec de l'hôtellerie traditionnelle, puis avec du lifestyle. Aujourd'hui, on cherche bien évidemment à rentrer sur du lifestyle à Abidjan. Si vous me demandiez demain où est-ce que tu voudrais faire du lifestyle, je regarderais. C'est ma question suivante. Ah. Il ne faut pas faire ça. Bon, alors à tout à l'heure pour la question suivante. Les projets en Afrique de l'Ouest, notre stratégie elle est simple en Afrique de l'Ouest. On a créé un cluster donc pour l'Afrique de l'Ouest, Dakar, Abidjan, Abuja, Lagos, Accra. Ce sont les priorités sur l'Afrique de l'Ouest, et dans chacune de ces villes, on essaie de rentrer avec notre marque principale qui est Radisson Blu, et ensuite avec des marques telles que la Radisson Red en lifestyle. Ça, c'est pour notre stratégie. On parlera bientôt de la pénétration de lifestyle sur Abidjan.
Merci. Exactement. Jean-Luc, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les projets du coup de Mangalis? Alors, à date, Mangalis prévoit d'ouvrir un hôtel Noom à Brazzaville, au Congo, normalement durant cette année, et un Yas de Dakar, à Dakar République, au centre-ville de la capitale sénégalaise. Il y a également d'autres projets qui sont dans le pipe, mais que je ne vais pas développer ici, puisque c'est le propre de mes collègues du business développement. Donc, je ne vais pas empiéter sur leur plateforme. Mais en tout cas, de beaux projets. Et comme le disait Erwan, effectivement, partir de la demande et de l'attente des clients afin de s'assurer qu'on propose des produits qui correspondent sur des marchés matures. Certains ont été cités. On peut en nommer d'autres. On sait qu'il y a d'autres marchés également qui sont intéressants. Et donc, au final, avoir une certaine adéquation entre la demande et l'offre, de sorte qu'après, les collaborateurs du sales puissent justement vendre ces produits. Inutile de proposer des produits qui ne pourront pas être commercialisés correctement ensuite. Merci beaucoup. Esteban, sur Hilton? Alors, Hilton a sur le continent 110 hôtels, entre hôtels ouverts et en construction. Nous avons signé 18 hôtels l'année dernière dans le continent. La moitié dans l'ouest de l'Afrique, presque la moitié. Et nous avons un objectif de 18 hôtels aussi, aux alentours de 18 hôtels pour cette année-là. Nous avons bien commencé l'année avec 3 signatures déjà en Afrique. J'étais au Sénégal les derniers jours pour signer un hôtel à Diamniadio. Nous avons signé à la fin de l'année dernière aux Almadies. Alors, nous avons une belle dynamique. Nous espérons aussi signer d'ici à la fin du trimestre 4 autres hôtels entre le Maroc et le Congo. Alors, nous avons une belle dynamique. Nous sommes en train de nous structurer plus fortement, de structurer plus focaliser les équipes, architecture, design, legal, faisabilité, etc. Toutes les équipes complémentaires afin de bien pouvoir soutenir nos partenaires. Et c'est une belle aventure qui a commencé, ça fait quelques ans. Alors, ça fait 60 ans qu'on opère des hôtels en Afrique, mais ça fait quelques ans qu'on a mis une nouvelle structure en place pour le développement et qui marche bien et qu'on espère qu'il continue de cette manière-là. Merci beaucoup. Marie, est-ce que tu veux dire un mot sur les projets en cours ici ou ailleurs? Sur les projets en cours, voilà, on a la chance de travailler sur le Golden Tulip là, avec Rose et Alain que je vois là. C'est le premier projet qu'on fait ici, en Afrique. Et je ne vais peut-être pas parler de... C'est comme tu veux. Non, je ne parle pas de projet bien. d'ailleurs. Très bien, il n'y a aucun souci. Je pense que pour commencer à clore le sujet, on va discuter maintenant des principaux défis que présente l'hôtellerie lifestyle sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest. Donc, si Erwan, tu veux commencer à en parler. Avec plaisir. Les défis de l'hôtellerie lifestyle sont les défis de l'hôtellerie tout court en Afrique. Et le défi numéro 1 de l'hôtellerie en Afrique, c'est la matérialisation des signatures. On parle beaucoup des signatures et du nombre de projets qui sont signés. Il faut savoir que plus de 50% est dilué, n'est jamais matérialisé. Donc, c'est la clé. Un opérateur gagne de l'argent et un investisseur gagne de l'argent le jour où l'hôtel ouvre. Avant, c'est une génération de coûts et d'investissements. Donc, Radisson est assez fier d'avoir ouvert 20 hôtels dans les 3 dernières années, d'avoir véritablement transformé son pipeline en ouverture. Donc, au lieu, si je peux me permettre de parler de défis, je préfère parler des opportunités. Et les opportunités, elles sont dans la structuration du financement qui part du promoteur et de l'expérience du promoteur, comment s'entourer de la bonne équipe professionnelle, de la bonne équipe de financement, comment structurer aussi bien le design, faire appel à du value engineering pour véritablement optimiser ce design qui va être ce coût et qui va permettre justement d'avoir un financement adéquat. Et c'est sur tous ces éléments-là qu'il y a une opportunité qui sont liés aux défis du financement. Maintenant, si on prend d'autres défis
je dirais, au-delà du développement hôtelier. On parlait précédemment de la formation dans les opérations d'hôtel. C'est le défi et c'est aussi l'opportunité avec justement l'implantation de Vatel. C'est de belles opportunités pour le pays et je l'espère pour le continent. Merci. Merci beaucoup. Jean-Luc, les défis principaux sur le Noumotel, ce que vous rencontrez aujourd'hui, ce que vous voyez d'ici 15 ans, qu'est-ce qui est challengeant pour vous aujourd'hui? Alors, je pense qu'on a discuté depuis ce matin de plusieurs thématiques qui sont toutes pertinentes. Il apparaît clairement qu'aujourd'hui, l'un des principaux challenges, c'est d'améliorer la formation, n'est-ce pas? Donc, parce qu'il y a une demande forte et il est nécessaire d'avoir donc des compétences sur toute la ligne de chaîne de valeur. Et aujourd'hui, certes, il y a une offre qui est présente, mais elle devrait être nettement améliorée. Et pour ce faire, il faut développer donc des infrastructures, les programmes de formation. Au-delà de ça, je pense que ceux qui ont animé le panel financier ont parlé de cela. Donc, il faut rentabiliser l'investissement. Et comme il le disait ce matin, souvent c'est dans un délai très court. Et donc ça également, ça serait bien d'avoir des mécanismes provenant donc des organismes publics pour accompagner davantage les hôteliers, les entrepreneurs qui investissent et qui fournissent donc de l'emploi. Enfin, au-delà de ça, il y a également un point dont il faut, qui est très important, c'est de pouvoir maintenir après les infrastructures, parce qu'une fois que tout ceci a été mis en place, une fois que l'hôtel fonctionne, il faut pouvoir le faire tenir dans la durée. Et on observe parfois que sur certains marchés, eh bien, des fois, c'est assez difficile. On a vu sur certains marchés, en Afrique centrale notamment, c'est assez difficile de maintenir parce que parfois, eh bien, les propriétaires ne suivent pas. Donc ça, c'est autant de défis qu'il faut prendre en compte et d'où l'importance au moment de la constitution des projets de se faire conseiller correctement afin de s'assurer de mettre en place des outils qui puissent être fonctionnels et opérationnels sur une longue période et être rentables avec un excellent niveau de satisfaction de la clientèle. Merci beaucoup. Esteban, tu veux rajouter un mot? Autre que ce qui a été dit, et concernant spécifiquement l'hôtellerie lifestyle, il ne faut pas se laisser traîner, il faut toujours se réinventer, il faut toujours se mettre en test et voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, soit le restaurant, soit les chambres, soit le design, mais il ne faut pas laisser standardiser dans les années à venir la partie lifestyle. Alors, je pense que c'est important d'être à jour sur les tendances. Et je ne parle pas de tendances internationales, hein, je parle de tendances peut-être de ce que les clients vont chercher dans l'hôtel et se poser les bonnes questions pour savoir si nous sommes en train de donner aux clients ce qu'ils viennent chercher à nos hôtels et comment est-ce qu'on peut le faire mieux dans l'avenir. Merci beaucoup. Marie, est-ce que tu vois des challenges pour toi dans le design, dans l'achat d'équipements spécifiques? Ah ben oui, énorme. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est en effet la disponibilité des matières premières et des matériaux. C'est les savoir-faire, ce sont les investissements qui permettent de créer des usines pour fabriquer, parce que là on parle quand même d'hôtels, tu parlais de 150 chambres, là le Golden Tulip c'est 200 chambres, il faut quand même avoir des sacrées usines pour pouvoir fabriquer de telles quantités, et ensuite comme disait monsieur, c'est en effet la pérennité de ce qui est fabriqué là, le SAV, donc là c'est autant d'opportunités qui bénéficieraient de ce cercle vertueux qu'on veut absolument mettre en place, mais c'est tout ça qu'on doit challenger en permanence, vérifier en permanence tout au long du projet. Et puis j'ai cru comprendre qu'il y avait un challenge sur les délais aussi, les délais de fabrication. Voilà. On m'a beaucoup alerté sur ça. Voilà. Merci, oui, effectivement. Du coup, une dernière question pour finir. Si vous aviez l'occasion de pouvoir implanter un hôtel lifestyle où vous le souhaitez en Afrique de l'Ouest, quelle serait la destination? Est-ce que, Esteban, tu veux commencer? Abidjan, sans doute. Si vous avez... bien sûr, c'est normal. Non, mais pour plein de raisons. L'infrastructure est en place, la demande est en place.
Et sans aucun doute, le pays a beaucoup à démontrer, à montrer sur ce type de gamme et ce type d'hôtellerie. Alors, je serais ravi vraiment le jour où nous concrétisons une ouverture d'un hôtel lifestyle à Abidjan. Ça serait vraiment un gros succès. Alors, j'espère que ça soit prochainement. Merci. Erwan? Je suis là pour ça, en fait. Je pense que si on regarde Abidjan, zone 4 serait idéal. Aujourd'hui, il n'y a pas d'hôtellerie véritablement en zone 4, en tout cas de marque internationale, encore moins de lifestyle. Il n'y a pas d'hôtel lifestyle véritablement de marque internationale à Abidjan qui soit ouvert. Mais il y a aussi, si on regarde des mixed use, et on pourrait regarder des destinations comme Cody sur du mixed use qui mélangerait du résidentiel, du commercial et du lifestyle. Donc il y a de belles opportunités et clairement le marché est définitivement prêt pour ce type de produit. Et en dehors de Côte d'Ivoire? En dehors de Côte d'Ivoire, définitivement Dakar, dans les Almadies idéalement. On regarde de manière agressive le Nigeria, parce que c'est aussi un marché qui est mature avec Lagos et Abuja comme ligne de mire principale. Si on s'étend un petit peu, Kinshasa serait une destination intéressante pour faire du lifestyle aussi. Ok, merci beaucoup. Merci. Jean-Luc? Alors, je rejoins mes homologues. Pour pouvoir répondre clairement à cette question, je partirai d'abord à partir de certains points. Donc, il faut d'abord une puissance économique. Il faut que ça soit une capitale qui ait un rayonnement. On sait qu'en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, 26 millions d'habitants, est la première puissance économique largement. On sait également que juste après la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. La question de la stabilité et de la sécurité joue énormément. Et si on doit parler de l'Afrique anglophone, bien entendu, le Nigeria, avec 213 millions d'habitants, des progressions extraordinaires qui sont prévues, une capacité économique forte, mieux vaut avoir 213 millions de clients que très peu. Donc voilà, ça serait plutôt, le débat est très vite tranché. Maintenant, après, il y a également des marchés de niche qui se développent et qui n'ont peut-être pas forcément la même aura que d'autres destinations, mais qui sont extrêmement intéressantes. On voit qu'au niveau du Bénin, il y a un développement, il y a une transformation extraordinaire de l'économie qui est en train de se faire. Donc, c'est un marché qui est très intéressant. Il y a peu de chaînes qui se trouvent internationales, africaines et d'ailleurs, qui se trouvent sur ce marché. Il y a donc du potentiel, notamment avec les changements majeurs qui ont été faits en termes de fiscalité, en termes de protection des investisseurs, de facilité par rapport au capital humain. Donc voilà, on a ces grandes villes qui sont ciblées, mais il y a également des marchés de niche qui sont intéressants aussi à exploiter. Et maintenant, sur Abidjan, bien sûr, je rejoins totalement Erwan par rapport à ce qu'il disait. Donc, il y a vraiment des quartiers où clairement il y a possibilité de faire donc Cocody, zone 4 et par extension également Angré, mais également d'autres parties de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Marie, est-ce que tu as une idée sur un emplacement stratégique? Alors malheureusement, je ne connais pas du tout assez l'Afrique pour l'instant, ni même Abidjan. Je suis arrivée pour la première fois dimanche soir, donc c'est quand même extrêmement récent. Mais en tout cas, ce que j'imaginerais, ça serait un hôtel urbain dans un quartier vibrant, grouillant, qui, si possible, rassemble un peu les communautés créatives, aussi bien gastronomiques, le design, l'art, où j'ai envie de dire où les vrais gens vivent. Mais bon, voilà, moi, c'est un peu ça ce que j'ai en tête, justement, un véritable ancrage local qui donne un aperçu d'un quartier, d'un bout de ville, d'un bout de vie en un petit temps. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Écoutez, merci à tous les quatre d'avoir partagé vos idées sur l'hôtellerie lifestyle. Et je pense que c'est la fin de ce panel. Merci à tous de nous avoir écoutés. On va faire la photo de famille et je repasse le micro à Philippe Doiselet.